Nous sommes de retour avec nos invités Adam Adjorno, directeur de publication de Vision d'Afrique, et Pasteur Edo comme président du mouvement. Martin Luther King, on va parler maintenant de la Libye, un nouveau pas en Libye. Donc, dans le processus électoral, le Parlement du pays a adopté la loi régissant les élections législatives, a annoncé lundi 4 octobre son porte-parole. On sait, Pasteur Edo Komi, que les élections législatives et présidentielles étaient programmées pour la fin de cette année en Libye. Finalement, ce sont les élections législatives qui auront lieu le 24 décembre précisément, si tout va bien. Vous pensez que l'adoption de cette loi régissant les élections est un pas aussi vers ces élections en Libye? Bon, il est vrai quand même qu'il faut organiser les élections pour organiser l'État. C'est tout à fait normal. Mais le problème de la Libye, depuis 2011, vous savez, il y avait eu des factions rivales qui se sont combattues jusqu'à 2019, où il y a eu une accalmie, jusqu'à ce que tous ne se retrouvent presque ensemble pour adopter, sous les Nations Unies, pour adopter un gouvernement qui puisse leur permettre de rétablir l'État libyen. Mais il y a de craintes, toujours de craintes, parce que les forces, les puissances, les puissances étrangères qui se partagent la Libye n'ont pas dit le dernier mot. Et si ils arrivent ils manifestent leur volonté de voir l'État libyen exister, ça sera possible. Mais si ce n'est pas le cas, ils vont activer encore leurs hommes un peu partout, leur donner des armes, et pif, la situation va s'envenimer. Bon, donc, pour le moment, soyons optimistes quand même qu'il y a quand même une date pour ces élections législatives. Au niveau des Nations Unies, c'était parti pour que toutes les élections soient organisées avant la fin de l'année. Si les forces vives de la Libye estiment qu'il faut aller aux élections législatives d'abord, c'est-à-dire pour avoir un parlement, ce n'est pas une mauvaise chose. Donc il va falloir attendre pour que ces élections aient lieu. Alors l'organisation de ces premières élections quand même vont donner le ton à la normalisation d'un État libyen, ce que nous tous nous souhaitons. Ouais. Parce que la Libye est un État de l'Afrique et pour nous, le retrouver dans cet État-là, cette Libye de Kadhafi qui faisait la fierté qu'on ne veut pas. La dictature, on a beau parler de la dictature de Kadhafi, mais nous, c'est un compatriote, c'est un Africain. Nous, on est quand même fiers de lui parce qu'il avait la possibilité de pouvoir nourrir toute l'Afrique. Et il le faisait. Des banques par ici, des trucs par ici. Et tous ces projets même. Tout le monde, nous finissons par savoir que ce sont ces projets panafricains, les projets panafricains qui ont précipité et ça chute. Oui, ce sont les projets panafricains parce qu'on le voyait des banques africaines. Mais on a vu la révolution de Jasmin qui est passée par là. Bien sûr, donc voilà, on le voyait venir pour que l'Afrique soit responsable et que l'Afrique ne dépende plus de l'Occident. Donc on l'a facilement neutralisé, éliminé. Bon, donc aujourd'hui, on veut quand même que cette Libye redevienne un État. Et il y a plusieurs étapes par lesquelles il faut passer avant d'y arriver. Si les élections législatives sont une de ces étapes-là, il faut y aller. Eh bien, vous avez parlé de ces élections. Adam, on sait que l'organisation de ces élections est hypothétique aujourd'hui à cause des divisions internes entre les caciques du jeu politique libyen. Est-ce que vous pensez également, même question, que l'adoption de cette loi va être un pas vers l'organisation de ces élections? Sur le format, je pense qu'il est évident de pouvoir dire quand même que c'est un pas de franchi. C'est vrai qu'on sait que le pays est très fragmenté, lié au fait que les différentes opinions qui s'entremêlent, qui s'entrechevauchent au niveau de ce pays-là ne permettent pas à ce qu'on ait une convergence de vues sur ce que peut être l'État libyen. En réalité, le grand problème de la Libye se trouve là. Mais au même moment, je pense qu'à un moment donné, c'est vrai que sur le format de la chose, c'est toujours contestable, au regard du fait que tout le monde sait qu'il y a cette division-là intense, et animée également par ces puissances occidentales qui viennent pour leurs intérêts, etc. Il va de soi quand même que cela ne puisse pas retenir. D'ailleurs, même les pays
qui n'ont pas de difficultés, c'est très difficile qu'on puisse peut-être voter une loi qui fasse l'unanimité. Qu'en serait-il d'un pays qui est fragmenté? Fragile, très fragile. Voilà. Mais quelque part, je pense que c'est un premier pas en avant. Mais sauf qu'il faudrait qu'on puisse prendre le temps, surtout les Nations Unies, qui ont un œil assez regardant, surtout sur l'organisation dans tous ces aspects liés donc à ces élections, l'organisation carrément de la vie politique de ce pays-là, puisse quand même se donner les moyens d'encadrer en réalité ce premier pas. Quand bien même que tout le monde sait que ce n'est pas encore ça, parce que lorsque vous rentrez un peu dans le contenu de la loi, il y en a qui commencent déjà par critiquer la loi, qu'elle est taillée, sur mesure, AFTA, etc. Mais moi, je pense que, quoi qu'il en soit, de toutes les façons, on aura toujours à dire. Mais l'essentiel est que, dans un premier temps, qu'on puisse organiser ces élections législatives qui, d'un point de vue d'apaisement, est très important avant l'organisation des élections présidentielles. Moi, je pense que la mauvaise chose qu'on devait faire, c'est d'organiser ces deux élections-là en même temps, simultanément. Ça causerait plus de problèmes, puisque d'abord, vous n'avez pas une assemblée qui est véritablement assise, qui puisse véritablement débattre des questions primordiales du pays. Et donc, je pense que lorsqu'on organisera ces élections législatives, cela permettra de pouvoir avoir des courants, des tendances qui sont d'abord réunies et pouvoir discuter véritablement de la Libye comme étant donc le patrimoine national. Et partant de là, on peut véritablement aussi asseoir des bases pour l'organisation des élections qui, quoi qu'on le dise, de toutes les façons, vous savez, lorsqu'on dit AFTA peut, s'il le souhaite, ou carrément tout l'effort de l'ordre de sécurité peut faire acte de candidature en démissionnant 3 mois. Il a fait déjà. Voilà, tout à fait. S'il ne gagnait pas, peut revenir en optant pour les indemnités, etc. Je pense que sur cet aspect, partout ailleurs, on peut contester cette passerelle de la chose. Mais au même moment, moi, je pense que, vu la déliquescence donc, dans laquelle le pays est embourbé, il est très difficile de pouvoir quand même tenir rigueur sur ces détails-là. Moi, je les appelle détails pour la simple et bonne raison que, une fois, il faudrait quand même qu'on assoie dans un premier temps les bases. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Donc, je pense qu'on peut quand même fermer les yeux sur ces détails-là, quand bien même qu'on sait que ces détails-là peut encore ressusciter d'autres pans du sujet pour éviter d'envenimer encore la situation. Mais au même moment, je pense que l'ONU a sa part de responsabilité à jouer pour permettre quand même à ce pays frère de pouvoir poser des bases. On va voir la part de responsabilité de l'ONU. D'ailleurs, certains députés passeurs disent que Aguila Saleh, qui est le chef du Parlement, serait proche, comme Adam l'a dit tout à l'heure, du maréchal Haftar et que toutes les lois le favorisent. Oui, bien sûr, je crois que... Ça divise déjà le Parlement. Oui, ça divise le Parlement, mais ça va être ainsi. Il a dit tout à l'heure, les gens trouveront toujours à dire, si le contraire est fait, on va le dire aussi. Bon, donc, je crois que les Libyens doivent être plus responsables désormais, sachant que le pays à lambeau. Il y a un chaos depuis 2011, c'est un chaos total. Et aujourd'hui, Dieu merci que les choses se dessinent pour l'organisation de la vie politique en Libye. Bon, donc, du coup, il faut quand même, ce n'est pas facile d'arriver à une convergence de vues. Les divergences, d'ailleurs, si on arrive facilement, totalement, effectivement à une convergence de vues, donc ce ne serait plus un État. Ce serait monotone, ce serait monotone, et donc du coup, le débat politique ne servirait à rien. Donc il faut garder que les gens gardent leur position, mais tout en ayant à l'esprit une seule Libye. Une seule Libye, la reconstruction d'un État libyen, dont ils doivent être fiers. Sinon, là où ils sont là, quand on dit Libyen, ils se retrouvent pas. Parce que c'est un pays qui est sans tête. De toute façon, on voit, c'est un pays qui est sans tête, un pays très fragile, et avec des armes qui sont encore gardées partout. Et ça peut surgir à tout moment. Donc, c'est des vies humaines qui seront encore sacrifiées. Et du coup, c'est vrai quand même qu'on a beau, le maréchal Haftar, c'est vrai quand même qu'il est devenu une personne aujourd'hui emblématique, une figure emblématique de la Libye. Bon, donc, tant que ça peut, la loi peut juste quelque chose, même il a dit tout à l'heure les détails. Quand on rentre dans ces détails, on ne pourra rien faire. Et on trouvera toujours à faire. Donc, je crois que les Libyens
doivent être plus responsables et décider d'aller aux élections législatives. Ces élections législatives permettront donc d'avoir une assemblée qui pourra légalement légiférer, légiférer sur la vie et ce serait quand même un pas de franchi. Bon, donc, mais tout ce qui m'attriste, c'est que un État africain en situation difficile, on ne voit pas les Africains. Ouais, avant justement de parler de l'ONU, vous avez parlé de l'ONU. Oui, on va parler de l'Union africaine. Oui, c'est sans doute ce que vous voulez dire. On n'en parle pas. Aucun sommet sur la Libye. Les sommets sur la Libye se déroulent ailleurs. En Allemagne, en France. Un peu partout sur la Libye, en Afrique. Aucun sommet sur la Libye, en Afrique, sur le territoire africain, pour débattre du sujet libyen. Kadhafi aujourd'hui dit, mais donc tous ces gens-là que j'ai favorisés autour de moi, tous ceux à qui j'ai... Là où ils se trouvent. Là où ils se trouvent actuellement, sera en train de dire, ben, il est mort certes, mais c'est une expression. Ouais. C'est pour dire que les gens ont trop vite oublié Kadhafi. Hein? Les chefs d'État d'Afrique ont trop vite oublié Kadhafi. Et ils l'ont oublié si vite. Ce généreux, cet homme qui faisait la fête. Quand il passe, il laisse beaucoup de cagnottes. Il laisse beaucoup dans la cagnotte pour les pays. Je crois quand même qu'il faut que l'Union africaine pense à la Libye. Au moins, qu'on ne laisse pas tout aux Nations Unies. Les Nations Unies, c'est qui? On n'a même pas, comment on l'appelle, une place, comment on l'appelle, permanente. On n'en a pas au Conseil de sécurité. Donc, c'est les autres qui décident. Quand vous laissez ça aux Nations Unies, on n'a rien. Donc, c'est les autres qui décident. C'est la France, c'est les États-Unis, c'est eux qui décident de la Libye, du sort de la Libye. Et ça, c'est très dommage que l'Union africaine ne fait rien dans le dossier libyen. Adam, vous prononcez pour l'Union africaine et ensuite peut-être pour l'ONU, le rôle que ces institutions doivent jouer. Vous savez, Anna m'a donné, c'est sciemment que je n'ai pas voulu citer l'Union africaine. De toutes les façons, vous savez, le président Sassou Nguesso qui a fait de cette question-là une question essentielle de sa politique est sérieuse. Ce que vous allez constater, d'ailleurs même, le passeur n'en a même pas fait cas. C'est vrai que les quelques réunions qu'il organise au Congo-Brazzaville en invitant les autres chefs d'État, il ne fait pas écho. En attendant, il n'a même pas suivi d'acte. Si les décisions sont prises, il faudrait forcément les réajouter sur ce que fait l'ONU. Puisque de toutes les façons, l'ONU est le patron supra. Le patron au niveau de la Libye. Et quelque part, sur la forme, je pense que quelque part, on peut les comprendre. À partir du moment où l'ONU intervient, il est très difficile quand même que les institutions sous-régionales, voire même continentales, puissent encore avoir de la voix. De toutes les façons, lorsque l'ONU interagit dans un pays, il a toujours tendance à pouvoir focaliser, que ce soit les émissaires qui sont envoyés dans ces pays-là, sont à chapeauter sur la ligne sur. Mais ce qu'il faut dire, je pense que c'est, comme je le disais, il y avait Idriss Déby et le président congolais qui avaient levé véritablement la voix. Il y avait Jacob Zuma, l'ancien président africain également. On puisse prendre des décisions concernant la Libye sans les concerter. Sans les Africains. Voilà, donc je pense que c'est de bonne guerre. Et sur la question, c'est vrai que les autres chefs d'État n'ont pas suivi le rythme. Aujourd'hui, Idriss Déby n'est plus là, Sassou Nguesso, il n'est pas suivi. Non, oui, mais il était là, mais je pense que la latitude était plus donnée au président congolais Sassou Nguesso de pouvoir organiser, disons, les Africains autour de la Libye. Sauf que, comme je l'ai dit tantôt, étant donné que l'institution supra est là, tout ce qui est pris comme décision avec les quelques réunions qui sont organisées au Congo-Brazzaville ne sont ni suivis d'actes ou ne sont même pas visibles. Pour la simple et bonne raison que je ne vois pas l'Union africaine plus transcender les décisions que prennent les Nations Unies. Peut-être trouver d'autres. Au moins, est-ce qu'elle arrive à prendre langue avec les Nations Unies dans ce dossier? Bien évidemment, comme je l'ai dit tantôt, je pense que lorsque vous prenez les Nations Unies, il y a de ces représentants-là qui sont sur le continent, subdivisés. Surtout le président de l'Union africaine. Voilà, donc surtout le président de l'Union africaine. Ces gens-là sont toujours concertés dans certaines prises de décision. Donc, on peut dire par ricochet que la voix des Africains ne sont pas aussi isolés, laissés pour compte sur la question libyenne. Sauf que la question est portée par les Nations Unies. Donc, on a tendance à dire tout de suite que voilà, les Africains, c'est tout comme une goutte d'eau qui est perdue dans la mer là-bas, donc n'est pas visible. Et c'est une évidence. Donc, moi, je pense que sur cette question-là, si on voit l'Égypte qui intervient aux côtés du président
du colonel Haftar, du général Haftar, Haftar. Pour mener quelques actions parce qu'il a le soutien de l'Égypte et d'autres pays également qui soutiennent le maréchal Haftar. Le maréchal Haftar. Ça voudrait dire quelque part que les voix africaines ne sont pas aussi des voix aussi dissonantes que ça. On pouvait peut-être au niveau, avant même qu'on en arrive, disons, au déchiquetement de la Libye, que l'Union africaine lui-même puisse prendre des initiatives pour juger opportun de pouvoir intervenir, ne serait-ce que d'une manière pacifique, pas faire intervenir les armes sur la question libyenne. Ce serait quand même un pas qui pouvait leur donner assez de crédibilité à pouvoir peut-être s'arroger ce droit-là de pouvoir être les premiers à prendre des décisions sur la Libye. Mais étant donné qu'ils ont laissé la Libye arriver jusqu'à ce point de déliquescence, il est très difficile qu'aujourd'hui, qu'ils viennent jouer les médecins après la mort, puisque la chose est tellement déchirée et qu'on ne les entend pas. Mais au même moment, l'autre question qu'on n'a pas véritablement soulevée sur cette question-là, où je ne sens pas, où pratiquement je sens que l'ONU n'essaie pas véritablement d'être ferme sur la question, c'est de faire en sorte que ces puissances occidentales qui interviennent directement sur la question libyenne, qui puissent prendre les décisions, que ces gens-là puissent quitter la Libye. Sans quoi, de toutes les façons, à partir du moment où les gens auront des béquilles à pouvoir les soutenir, on aura toujours et toujours des mouvements qui vont toujours se créer en ayant pour bras armés ces puissances-là, et la question serait éternelle, serait quand même du surplace. Au moins pour le moment, on sent que l'ONU est en train de faire un travail, pasteur Ido Komi, parce que il y a de cela quelques temps, les armes se sont tues en Libye. Oui, non, c'est vrai. Il faut... Quand les armes, si dans un État, les armes se sont tues, c'est parce que les puissances occidentales se sont concertées pour dire il faut arrêter la guerre. C'est ça. Puisque c'est elle. Il a dit quelque chose tout à l'heure de très important. Il a dit quelque chose de très important, c'est que au moment où les Nations Unies ont pris la situation libyenne, mais ces puissances-là devaient en principe quitter le pays. La Turquie est là, la France, elles sont toutes là. Oui, et la Russie. Donc, ce qui veut dire que chacun garde sa position, chacune de ces puissances-là garde toujours sa position. Au même moment où les Nations Unies sont en train de chapeauter le retour à la vie normale dans ce pays. C'est très dangereux. Les Nations Unies devaient être plus fermes en demandant à tous ces pays de replier, de libérer le pays. Et du coup, cela pouvait donner un ton vraiment ferme à la situation, mais ce n'est pas le cas. Bon, donc, c'est dire quand même que pour aujourd'hui, on n'entend plus des armes, le crépitement des armes, comme avant où, quand vous voyez les populations libyennes, c'est sauf qui peut. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. On a quand même des populations qui sont là. La vie redevient de plus en plus normale. Bon, donc, c'est dit quelque chose est fait. Et je l'avais déjà évoqué plus haut. Si ce n'est que la volonté, ce n'est que pas la volonté des puissances là, que la Libye va redevenir un pays normal. Si elles veulent vraiment que les choses marchent à la Libye et que la Libye soit redressée, ça va être très facile. C'est pourquoi d'ailleurs l'intervention de l'Union africaine ne servira à grand chose. Non, ça ne servira à grand chose. Bon, donc je crois qu'ils ont senti plutôt se fomenter sur les Nations Unies, peut-être de concert avec les Nations Unies, entrer en contact avec les Nations Unies pour les étapes qui sont affranchies pour que la Libye redevienne normale. De toute façon, il faut le reconnaître que nous sommes toujours soumis à la volonté des grandes puissances occidentales. Au niveau des Libyens même, quels efforts efforts au pluriel bien sûr, doivent être faits à Damadjoronou? On parle du retour du katafisme incarné par son fils aîné. Il y a d'autres groupes également qui se forment. Et au niveau de l'Assemblée nationale, c'est un tohu-bohu total. Oui, mais avant de répondre même à cette question, je pense que vous avez cité tantôt, permettez-moi de répondre là-dessus, vous avez parlé du fait qu'aujourd'hui la tendance a fait qu'on n'a plus tellement les crépitements d'armes qui se font sentir sur la Libye. Mais au même moment, vous avez oublié l'autre gouffre qui est assez meurtrier, plus que même les crépitements d'armes. C'est la question migratoire. Vraiment. Qui trouve pratiquement un terreau fertile au niveau du cordon libyen. Et tout simplement parce que le pays n'est pas organisé. Donc, les trajectoires libyennes est véritablement le mieux indiqué pour faire dans ce trafic-là, avec tout ce que cela comporte, des morts d'hommes, et
des Africains qui meurent chaque jour. Dans les eaux, C'est Kadhafi qui est arrivé à sévir. Voilà, et cela traduit véritablement, donc, je pense que cette fragilité est, une fois encore, des pays africains, parce que c'est vrai que c'est un autre gouffre, mais on n'entend pas véritablement les pays où carrément l'Union africaine s'est organisée pour résoudre la question. Donc, voyez-vous, donc, je pense que la Libye devient très importante dans la géopolitique pour faire taire, disons, les situations dommageables pour nos pays aujourd'hui. Et donc, pour revenir à la question de ce que doivent faire les Libyens en eux-mêmes, d'abord, c'est un dépassement de soi, que les gens oublient les intérêts personnels, qui comprennent véritablement qu'aucune puissance n'est là pour chercher leur intérêt. Pour faire le bonheur. C'est pour venir piller les ressources. Et lorsque je pense que les Libyens prendront conscience de cela, ils éviteraient d'être toujours, disons, attachés aux dispositions de cette puissance-là qui pratiquement contribuent à pouvoir peut-être, ou pas peut-être, à pouvoir contribuer à diviser davantage les Libyens entre eux pour davantage les intérêts libyens. Vous voulez dire que la division, là, c'est aussi l'aiguillon des puissances. Mais bien sûr, non, ce n'est pas ils surfent sur ça. C'est pratiquement ça. C'est effectivement ça. Oui. Parce que de toute la façon, lorsque vous prenez les Libyens entre eux, c'est vrai que les gens des Kalachnikov, ils ont quelques-uns, mais c'est justement parce que lorsqu'ils n'ont pas des puissances derrière, ils ne poussent pas la grosse tête et pouvoir venir tenir tête, disons, au dispositif légal mis en place par les Nations Unies. C'est justement parce qu'ils ont en arrière-plan des puissances qui les soutiennent, qu'ils arrivent véritablement à faire intervenir des vérités qui contribuent à mettre en cause. Voilà, à mettre en cause et à toujours rendre la situation davantage compliquée. Donc, mais au même moment, je pense que la Libye, quoi qu'on dise, c'est vrai qu'entre-temps, moi je trouvais que le Haftar, le maréchal, pouvait être l'homme de la situation. Puisqu'à un moment donné, la Libye avait besoin quand même d'avoir un homme fort pour faire taire véritablement ces velléités-là. Par contre, au même moment, j'ai fini par comprendre avec les analyses par le temps et puis on comprendra l'homme que véritablement ce n'était pas ça. Il était plus calqué sur les puissances occidentales que les intérêts des Libyens eux-mêmes. Et ça déplaisait beaucoup aux Libyens qui n'étaient pas tout de suite prêts à pouvoir leur donner leur assentiment. Mais je pense que le fils de Kadhafi, qui est en train de pratiquement, les gens ont dit quand même, lorsqu'il fera acte de candidature, fera taire pratiquement, puisqu'il vient de la même localité que le général, et que lui, il a beaucoup plus cette propension à pouvoir continuer dans la même logique que son père, en parlant donc de l'unité du pays, en préservant les intérêts d'abord de la Libye, ce qui est pour le moment vu d'un mauvais œil par les Nations Unies, par les puissances occidentales, qui vont tout faire à pouvoir peut-être parer à toute éventualité pour qu'ils fassent acte de candidature, parce que le général est plus favorable à leurs intérêts que les intérêts des Libyens. Mais je pense que si tel est que la Libye veut retrouver disons, ces gloires d'antan, il faudrait quand même que, à mon avis, moi je pense c'est vrai que toute l'histoire est là pour nous le prouver. Peut-être qu'avec le temps, on dira le contraire. Mais pour le moment, je pense que le fils de Kadhafi pourrait quand même faire l'affaire si tel qu'on veut véritablement arriver à une union sacrée. Pasteur Edo Komi, et si on va à un partage de pouvoir, ça peut résoudre également le problème. Alors, toutes les tendances réunies. Oui, bien naturellement. Quelqu'un président de la République, ou l'autre vice-président. Je crois qu'on exclut, personne n'exclut pour le moment, parce que compte tenu de la délicatesse de la Libye, il faut partir il faut qu'il y ait une participation inclusive. Personne ne sera exclu. Maintenant, le format peut-être de rotation, de partage de pouvoir, de rotation, de partage de pouvoir, ça dépendra des Libyens. Mais s'il arrive que des forces politiques s'imposent à travers des élections, alors là, on leur donnera le pouvoir de pouvoir s'exercer. Parce qu'ils ont... Mais si il faut arriver à une cohabitation pour voir la majorité et peut-être gouverner, bon, on verra. Mais il reviendra peut-être parce qu'il faut aller à une constitution. Il faut que la Libye arrive à avoir une constitution. Une constitution, je crois que ce sera la loi fondamentale qui définit certainement les régimes, les régimes à venir. Bon, donc, je crois quand même que le premier pas, ce n'est pas forcément, c'est bien vrai ces élections, mais il faut la réconciliation nationale. Ouais. Il faut transcender. Il faut que les Libyens, comme mon collègue l'a dit tout à l'heure, il faut que les Libyens arrivent
à se dépasser, à se dépasser, à ne pas croire aux puissances occidentales qui ne viennent pas pour les yeux doux, pour leur faire les yeux doux, pour leur bonheur. C'est pour diviser, pour régner, parce que chacune de ces puissances veut préserver et veut mettre son homme. Ce n'est pas question d'homme, mais c'est quelqu'un qui peut rassembler les Libyens. Il faut rassembler les Libyens. C'est pourquoi le fils de Kadhafi, qui connaît son père, qui a vécu avec son père, qui maîtrise un peu la politique de son père, qui joue sur... Retour en arrière. Non pas retour en arrière, non, il faut parler de l'unité nationale. Ouais. Parce que la Libye a besoin de l'unité nationale, ce n'est pas un retour en arrière. Non, ce n'est pas un retour en arrière, mais il doit avoir quand même une certaine expérience, et il faut qu'il la fasse valoir. Il était pressenti pour remplacer son papa. Bien, c'était pour il était presque le dauphin pour remplacer son papa, et du coup, c'est un atout, mais est-ce que il va plaire aux Occidentaux. Est-ce qu'on ne va pas faire sortir des choses bizarres pour pouvoir... Il y a la CPI également qui veut l'entendre. Non, ce dossier n'est pas clos. Si on va déjà dans sur cet angle-là, donc on va le disqualifier, sachant qu'il a encore beaucoup de choses à faire en Libye. De toutes les façons, il revient aux Libyens de mettre en place leur État, de construire la Libye, comme je dis, la Libye qui faisait la Libye qui est immensement riche, qui peut nourrir tout le continent. Et je crois qu'il faut que la Libye retrouve sa gloire d'antan. Et nous, c'est notre souhait. C'est le souhait des Africains de voir l'État libyen se constituer et que les institutions démocratiques soient mises en place en Libye. Et si tout va bien, le 24 décembre, les élections législatives qui permettront à ce pays d'organiser également les élections présidentielles durant le deuxième trimestre, sans doute, de l'année 2022. Oui, je pense que c'est le souhait de tous les Africains. Et moi, je me dis aujourd'hui, quelles que soient les appréhensions des uns des autres, aujourd'hui, quel que soit le président qui arrivera, on ne serait plus dans un format d'antan comme ce qu'était la gouvernance au temps de Kadhafi. Je pense que, étant donné qu'on va redéfinir, disons, la vie politique du pays, il y aura une loi fondamentale qui va recadrer pratiquement ce que seraient les dirigeants, les nouveaux dirigeants du pays. Donc, de toutes les façons, pour répondre un peu à une inquiétude soulevée tantôt, en parlant donc du fils Kadhafi, vous avez fait référence, en disant que ce n'est pas un retour en arrière. Je pense qu'on ne pourra jamais encore retourner en arrière, compte tenu du fait qu'aujourd'hui, la partie aux Libyens, entre-temps avec Kadhafi, c'était très difficile qu'on puisse s'asseoir redéfinir pratiquement la vie politique du pays. C'était difficile, mais aujourd'hui, ils ont quand même cette latitude-là. Sauf que, disons, la division interne et puis les questions d'intérêt nourries également par les puissances occidentales ne permet pas, disons, aux Libyens de pouvoir véritablement asseoir une ligne directive qui puisse leur permettre de redémarrer de nouveau. Donc, pour le moment, c'est pourquoi je disais tantôt, il appartient à des Libyens à un moment donné de savoir véritablement que le pays est en train de sombrer chaque jour et que les gens aient la volonté s'ils ne prennent pas garde de pouvoir le ressusciter et donc en faisant taire tous ses intérêts parce que je ne sais pas et regarder devant et faire en sorte que la Libye puisse survivre. On va marquer la pause pour le journal et on revient avec nos chers invités Adama Adjaranou et puis Pasteur Edo Kami.